Bon, je vais essayer d'aller vite là-dessus, parce que ce qui est vraiment important dans cette... Enfin, pour moi en tout cas, je crois aussi pour vous, c'est cette alliance qu'il y a eu entre le nazisme et les Occidentaux, bon, dont on a vu une image très parlante à travers cet homme de 98 ans qui est apparu au Parlement d'Ottawa, qui a été frénétiquement applaudi, et c'est quelque chose de... Alors, bon, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire qu'il y a des hommes occidentaux qui sont fanatiquement atlantistes et occidentalistes, si vous voulez. Je pense à Bruno Le Maire. Ils ne réalisent pas qu'ils débarrassent les autorités russes du souci de faire de la propagande dans la direction de leur propre population. C'est-à-dire, si vous présentez l'intervention de Bruno Le Maire, il dit « Nous allons faire s'effondrer l'économie russe et les Russes vont, le peuple russe va souffrir. » Mettez ça, pas la peine de faire grand-chose, il suffit de présenter ça aux Russes, ils comprennent très bien. Hein. Ou alors vous leur présentez l'image de cet ancien SS, applaudi frénétiquement. Et alors après, on a dit qu'on a regretté. Mais en fait, on a regretté pourquoi? Parce que il y avait des associations de descendants de victimes, des associations polonaises et juives. Ils savent ce que c'est, eux, que le nationalisme ukrainien dans sa version nazie. Ils savent très bien. Et donc, ils ont tellement protesté, c'est eux qui ont obtenu la peau du président de l'Assemblée. C'est pas du tout les Russes, évidemment. Parce que maintenant, même si vous avez combattu du côté allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous êtes un bon. Parce que vous avez combattu les Russes. Il n'y a aucun problème pour ça. Maintenant, c'est à titre de gloire. Bon. Et c'est quelque chose qui vient de loin, en fait, puisqu'il y a toute une histoire de... Bon, mais, alors, ce qui est important dans cette histoire de... Alors là, je reviens un petit peu en arrière, c'est-à-dire en 2013. Bon, moi, je ne m'intéressais pas énormément à tout cela en 2013. Mais il y a un certain nombre d'images qui restent. Par exemple, l'image de la place centrale de Maïdan, avec ces centaines de milliers de gens. Bon, Lucien Cerise, qui a fait vraiment un très bon livre, explique qu'on a acheté énormément de manifestants. Hein, il y a même, il donne les coordonnées d'une entreprise qui loue des manifestants. C'est extraordinaire. Et donc, c'est Soros, c'est compagnie, c'est les révolutions de couleurs, comme on dit, etc. Bon. Donc, il y a eu, en fait, en 2013, une négociation entre l'Ukraine et l'Union européenne. L'Ukraine, en 2010, c'est très important ça, cette petite date, en 2010 est élu un homme qui a été jugé pro-russe par nos médias atlantistes. Bon. Je suis convaincu que ce n'est pas vrai, mais je vais essayer de dire pourquoi. Mais si vous voulez, il n'était pas anti-russe, mais il n'était pas pro-russe. Il n'était pas contre l'Union européenne, il voulait entrer dans l'Union européenne. On l'a présenté comme un personnage représentant un pouvoir autoritaire, pro-russe. Non. Donc il faut savoir que c'est cet homme-là qu'on a voulu, côté occidental, dégommer. Et une deuxième chose, il faut savoir que je connais depuis peu, en fait, c'est qu'il n'y a pas une Ukraine, il n'y a pas un peuple ukrainien. Ce qu'on nous dit tout le temps, les Ukrainiens, quelle blague, si vous voulez. En fait, c'est une guerre civile, ce que nous avons sous les yeux. Et une guerre civile, entendons-nous, c'est pas d'abord, une guerre civile, c'est souvent des gens qui ont la même langue, la même religion d'origine. Bon, c'est un peu ça. Mais il y a une grande partie des Ukrainiens qui se définissent comme russes. Puis il y a une grande partie des Ukrainiens qui se définissent comme anti-russes. Les derniers sont à l'ouest, Galicie, Volhynie, les autres sont à l'est. Novorossia, ce qu'on appelle la Novorossia, qui date du XVIIIe siècle, etc. Donc on a en fait deux territoires très distincts, et toutes les cartes électorales le montrent très très bien. On a un pays polarisé.
Et en fait, Yanukovych incarnait une sorte de centre, c'est-à-dire ce qu'il fallait, c'est maintenir la cohésion entre deux parties du territoire qui étaient qui n'étaient pas loin de s'affronter. Et donc c'est un pays profondément divisé. Alors, la négociation commence en 2013 pour faire en sorte d'établir une zone de libre-échange avancée avec l'Ukraine. Alors, bon, j'ai présenté les protagonistes. Le premier s'appelle Barroso. Il faut voir qui est Barroso. C'est-à-dire, c'est un personnage... Il y avait un écrivain qui s'appelait Guy Hockenheim et qui a écrit une lettre à Serge July pour dire « Lettre à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary Club ». Et on a vraiment, avec Barroso, ce type de personnage. C'est-à-dire qu'il a été maoïste. J'ai d'ailleurs vu son interview quand il était maoïste. Il avait une bonne tête. Bon, il n'était pas... il était très mince, présentant très bien, très maoïste, bon, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et puis, il a fini à la Goldman Sachs. Bon. Et puis, entre-temps, il a été chef de la Commission européenne. Il l'a été, je crois que c'est vers 2010, mais en 2003, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a pris l'initiative de cette rencontre aux Açores entre Bush, Blair, Aznar et lui. Il était ministre, ou Premier ministre, pardon, Premier ministre ou Président. Il prend cette initiative de réunir à moins d'une semaine de l'attaque américaine contre l'Irak, les trois représentants des puissances qui sont en désaccord avec la France et l'Allemagne, qui eux sont contre. Donc c'est vraiment comme on dit, enfin c'est l'homme de l'Amérique. Et puis c'est lui qui a été choisi par les Britanniques pour être imposé entre guillemets, hein, bon, mais à la tête de la Commission européenne. Donc c'est ce personnage-là. Et qui, après, ultérieurement, a été à la tête de la Goldman Sachs. Mais, donc, voilà, bon, c'est ce personnage qu'est Barroso, et c'est lui qui est à la gouverne dans les négociations. Alors, l'autre protagoniste, c'est l'État ukrainien, un État presque en faillite, représenté par Yanukovych, mais ce n'est pas Yanukovych qui est responsable de ça. Bon, la situation a été gérée de manière plus ou moins catastrophique depuis 1991. Le PIB, par exemple, de l'Ukraine est beaucoup plus bas en 2013 qu'il n'était en 1991. Les salaires sont très bas, c'est le pays le plus pauvre d'Europe. Le salaire minimum est de 30%, ai-je lu, inférieur à celui qu'il y a en Chine. Le pays est en situation, il n'a plus de réserve de change, il est en récession économique, enfin bref, les voyants sont véritablement au rouge. Et donc, évidemment, ils m'ont dit, cet État, représenté par Yanukovych en l'occurrence, ben, ils m'ont dit des crédits auprès du FMI. Comment on le fait? Et le FMI répond toujours la même chose. Hein, c'est-à-dire, commencez par nous en prendre au service public, hein, et privatiser, vendez vos richesses et augmenter le prix du gaz aux particuliers, sextuplement du prix du gaz. Donc voilà ce qui est proposé. Alors de l'autre côté, troisième protagoniste, la Russie. La Russie, elle a un accord de libre-échange avec l'Ukraine. Mais donc voilà, il y a le Bélarus, la Russie, le Kazakhstan, l'Ukraine. Elle n'a pas exactement le même statut, je n'ai pas très bien compris, mais enfin, les marchandises circulent entre l'Ukraine et la Russie. Mais, que dit M. Barroso? Il dit, ben, ça ne peut pas durer, ça. Si vous rentrez dans l'Europe, vous devez aburer, si j'ose dire. Hein, vous devez quitter cette zone de libre-échange. Donc en fait, il met en demeure l'Ukraine de choisir un camp. Ce qui était certainement la dernière des choses à faire dans un pays où la géopolitique et la cohésion interne du pays sont absolument entremêlées. Et
par ailleurs, sur le plan économique, le marché, bon, j'ai écrit marché de dupes, effectivement, c'est-à-dire que ce qui était proposé, la zone de libre-échange avancée à 98 ou 99%, mais transformait en fait l'économie ukrainienne en une sorte d'économie coloniale. C'est-à-dire que c'est comme ça, avec Superbe, Barroso et autres disaient mais les marchandises vont pouvoir circuler librement. Mais en fait, quelles sont les possibilités de l'État ukrainien d'exporter des produits manufacturés? Quasiment nulles, parce que les produits européens sont infiniment plus compétitifs. Donc ce que l'Ukraine allait connaître, c'était une véritable invasion des produits européens et une destruction de toutes les entreprises ukrainiennes susceptibles d'avoir au moins le marché intérieur. C'était écrit. Donc ceux qui disent que c'était un suicide, effectivement, je crois qu'ils ont raison. Une thérapie de choc à la mode russe telle qu'elle en a connue à partir de 92, je crois qu'ils ont eu raison. Par ailleurs, l'Occident présentait des propositions par ailleurs qui n'étaient pas très intéressantes. Par exemple, il proposait à l'Ukraine un crédit de 600 millions de dollars. Et pour un pays qui est le plus grand d'Europe, qui est à 46 millions d'habitants, 600 millions, c'était rien. Bref, donc finalement, Yanukovych, le président entre guillemets pro-russe, tout en voulant se rapprocher de l'Europe, a fini par dire non au projet présenté par l'Europe. Mais les Européens ont tablé sur le chaos. C'est-à-dire qu'ils ont tablé sur les manifestations de plus en plus violentes qu'il y avait à Kiev, où les néo-nazis étaient effectivement à la gouverne, encore une fois, et ces manifestants voulant que l'Ukraine participe à part entière aux valeurs européennes, enfin tout ce discours bidon, et surtout quand c'est des néo-nazis qui sont supposés le mettre en œuvre. Et donc c'est dans ce contexte-là où il y a une véritable insurrection, en fait c'est une véritable insurrection qui a lieu à Kiev en faveur du plan présenté par les Européens. Et là commence à Kiev, à partir de la fin du mois de, enfin à partir du mois de décembre 2013, ce qu'on pourrait appeler un ballet, hein, ET à la fin, c'est-à-dire que les grandes personnalités du monde européen et américain défilent dans cette Ukraine soi-disant antidémocratique. Ils viennent, ils prennent l'avion, ils arrivent à Kiev, ils vont devant les manifestants, ils les encouragent à manifester et ils les encouragent à prendre le pouvoir en réalité. Donc ce qui est proposé par l'Europe, effectivement, n'a absolument aucun rapport avec un respect de la souveraineté ukrainienne. Parce que ce qu'il propose, c'est... Alors, on peut déjà en avoir, comment dire, un peu un avant-goût en France, mais c'est-à-dire qu'en fait, le commerce extérieur, la politique étrangère, avec la PESC, etc., la politique étrangère de sécurité et de coopération, enfin, il y a toutes sortes de domaines qui ont été ravis à la souveraineté des peuples. Alors dans le cas d'un État comme l'Ukraine, beaucoup plus faible économiquement, fragilisé par sans doute une mauvaise gestion, toutes sortes de mesures négatives, évidemment, cette Ukraine était littéralement à genoux, en fait. Bon. Et on lui demandait donc d'abandonner des prérogatives qui sont celles de la souveraineté, ce que les Russes ne leur demandaient pas. Alors, le contrôle du commerce extérieur, voilà ce que demandait l'Europe, le contrôle du budget, l'augmentation des dépenses militaires, abandonner ses prérogatives, c'est quoi sinon abandonner toute souveraineté? Bon. Quelles auraient été les possibilités de résister pour l'Ukraine? Ben, face à la France, la Grande-Bretagne, qui était à l'époque dans l'Europe, et l'Allemagne, ben, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Alors, donc effectivement, Barroso, mais en fait, les Européens se servent de la rue ultra-violente, dominée par les groupes nazis, pour faire passer leur plan.
Et ils ne veulent pas donner plus que 600 millions, parce que dès que... Ils ne veulent pas donner plus parce qu'ils veulent chasser Yanukovych, en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, quand Yanukovych sera renversé par le putsch de Kiev de février 2014, ils vont tout de suite trouver l'argent. C'est extraordinaire. C'est un vrai, comme dit le gars qui s'appelle Olivier Berruyer, qui cite les crises, il dit c'est un vrai tour de magie. Un truc comme ça. 600 millions, on passe à 10 milliards. C'est fantastique. Donc en fait, l'argent n'a pas été donné pour faire tomber Yanukovych. Parce que Yanukovych représentait en fait une voix centriste. C'est-à-dire que cette Europe me donne, telle qu'elle est conçue par ces élites européistes, c'est une Europe qui ne supporte pas autre chose que des vassaux. Ils sont des vassaux des États-Unis, mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas envisager la souveraineté des autres États. Il leur faut des vassaux, encore. Et Yanukovych n'était pas un vassal. Il n'était pas non plus un vassal des Russes. Donc, voilà. Donc, alors, bon, ça, je l'ai dit. Bon, alors, ce qui est intéressant dans toute cette affaire, au fond, ce qui est intéressant, c'est pas ce que disent les uns, enfin les Russes ou les pro-russes ou que sais-je encore. Ce qui est intéressant, c'est ce que disent les Occidentaux. Alors là, j'ai dans ma besace deux anciens chanceliers allemands, un président de la République française. Le premier s'appelle Helmut Schmidt, bien connu, et il dit « Bruxelles s'impose trop sur la scène de la politique mondiale. L'exemple le plus récent est la tentative de la Commission de l'UE d'annexer l'Ukraine. Le risque que la situation s'aggrave, comme en 1914, augmente de jour en jour. » C'est prémonitoire, c'est extraordinaire. Il dit ça en 2014. Alors Gerhard Schröder, l'erreur fondamentale a été la politique d'association de l'UE qui a ignoré que l'Ukraine est un pays profondément divisé culturellement. Voilà. Bon. Et enfin, parmi les anciens dirigeants, Giscard d'Estaing, qui dit à El Kabash, taisez-vous. Taisez-vous. C'est extraordinaire, parce que c'est cet homme que j'avais envie de pendre, disons, en mai 81, et il a subsisté encore 50 ans après, c'est incroyable. Enfin bref, donc, Valéry Giscard d'Estaing dit « Les Américains ont soutenu le désordre. Ils ont poussé au désordre en Ukraine pour affaiblir la Russie. Mais c'est un jeu très imprudent. » Voilà. Alors là, je vais citer quelqu'un qui n'est pas connu, que moi en tout cas je ne connaissais pas, qui s'appelle Pino Arlacchi, et qui est un député européen, par ailleurs un ancien fonctionnaire de l'ONU à haut niveau, directeur de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et qui résume bien ce qui s'est passé. Cette intervention européenne en Ukraine, dit-il, a été un désastre, car elle a divisé le pays. Il y a toute une partie anti-russe du pays contre l'autre moitié qui est pro-russe. J'ai insisté, et je continue à le faire avec mes autres collègues, sur l'idée que diviser un pays de cette manière n'est pas cohérent avec le message européen. En fait, si, mais ça fait rien. Je comprends ce qu'il veut dire. N'est pas dans l'intérêt de l'Europe. Oui, n'est pas dans l'intérêt de l'Europe. Diviser le pays de cette manière n'est pas dans l'intérêt de l'Europe. Et nous devrions développer une autre politique à l'égard de l'Est, fondée sur le dialogue et l'inclusion avec la Russie, plutôt que de se comporter comme si nous étions au pire moment de la guerre froide. Alors, intervention très intéressante, Henry Kissinger, qui est lui aussi personnage qui a un peu comme Brzezinski marqué toute l'histoire américaine jusque... En fait, l'étoile de Kissinger s'est éteinte quand celle de Brzezinski est apparue, en fait, c'est-à-dire les années 70. Et il dit, en mars 2014, dans le Washington Post, bien trop souvent, ce qu'il dit est très très bien, étonnamment, mais bref, bien trop souvent, le problème ukrainien est présenté comme un rapport de force dans lequel l'Ukraine doit rejoindre l'Est ou l'Ouest. Mais si l'Ukraine veut survivre et prospérer, cela ne sera pas en se servant d'avant-poste pour l'un ou l'autre camp, mais en servant de pont entre les deux. Toute tentative d'un côté de l'Ukraine de dominer l'autre mènerait à terme à une guerre civile ou à une sécession. La sagesse devrait guider la politique des USA en Ukraine vers la recherche d'une coopération entre les deux camps.
nous devrions œuvrer pour la réconciliation, non pour la domination d'un camp par l'autre. Et enfin, à la fin de son article, il dit, comme Brzezinski l'avait dit, le dira un peu plus tard, deux ans peut-être plus tard, l'Ukraine ne doit pas rejoindre l'OTAN. Voilà ce que dit Kissinger. Alors, ce qui suit, c'est une citation d'Attali. Bon, et ben, finalement, elle est pas mal, son intervention. Ah oui, il dit tout n'importe quoi. Oui, alors, c'est vrai, il est trop intelligent, cet homme. Autre que lui aussi voit dans la volonté d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN une immense erreur, il le dit. Il désapprouve la volonté occidentale d'isoler la Russie. Il dit, on ne peut pas imaginer d'isoler la Russie. Isoler la Russie est la pire des choses qu'ils peuvent accepter. Voilà. Donc, on a des Occidentaux qui, après avoir dit ce qu'il convenait de dire finalement sur l'expansion de l'OTAN, là, qui ont un regard extrêmement critique. Je n'ai pas cité entièrement Kissinger, mais il attribue à la lourdeur bureaucratique, à la démarche de la commission de Bruxelles en Ukraine. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit ça. C'est Barroso qui dirige la manœuvre. Et en fait, Barroso fait avec l'économie ce que l'État américain veut faire au niveau géopolitique, c'est-à-dire casser le lien entre la Russie et l'Ukraine. En fait, ce sont deux économies de réalité culturelle, bien sûr, et historiques, qui sont extraordinairement mêlées. Moi, j'ai du mal à m'y retrouver. Enfin, ce que je vois, c'est que quand on cherche les racines historiques de l'Ukraine, on trouve celles de la Russie, et réciproquement, en gros, pour aller vite. Donc, ce sont deux États, enfin, aujourd'hui, deux États, mais c'est une même histoire. Il y a, souvent, c'est une même histoire, en réalité. Donc, c'est difficile de trouver un cas où les deux régions qui sont à tel point, sur le plan linguistique, sur le plan historique, sur le plan économique, entremêlées. Et donc, l'Ukraine et la Russie étaient, à la suite, bien sûr, de la politique soviétique, qui a consisté à beaucoup industrialiser l'Ukraine, étaient évidemment deux économies, celle de l'Ukraine et de la Russie, dans une interdépendance complète. Donc, vouloir couper la Russie de l'Ukraine, c'était, d'une certaine manière, sacrifier l'Ukraine elle-même, mais dans un but qui était d'isoler la Russie. Et parce que c'est un peu, pour moi, difficile à comprendre, mais pour ceux qui veulent nuire à la Russie, et c'est pas d'ailleurs les Américains qui ont inventé ça, mais couper la Russie de l'Ukraine, c'est la couper de tout ancrage vers l'Ouest, vers l'Ouest européen. Il y a un géopoliticien avant la Deuxième Guerre mondiale, je crois, qui disait arrimer l'Ukraine à l'Ouest, c'est casser les dents de la Russie. Voilà. Donc cet objectif géopolitique cynique, évidemment, est celui de l'Europe et des États-Unis. Et pour ce qui est de la Commission de Bruxelles et de l'UE, elle apparaît comme complémentaire des objectifs qui sont d'hostilité absolument à la Russie, qui est exactement celle des néocons, comme on dit. Vous n'avez plus que 5 minutes, tu n'as plus que ça. Oh là là. Et encore, la vache. Tu as déjà dépassé largement. Alors, là, c'est le sujet le plus important. Ouais, mais alors, c'est pas avec moi qu'il faut négocier. Ouais, non mais c'est avec le peuple. Je vais peut-être, tant pis, je vais peut-être dire. Parce que déjà, j'ai débordé là. Il n'y a pas de débat déjà, donc. Ouais. Vous en aurez pour combien de temps? Je ne peux pas dire, mais je vais peut-être le résumer. Résume. Alors, je vais résumer la fin d'abord de ce que j'ai dit, parce que il faut savoir que le putsch était, pour les Occidentaux, le putsch de Kiev, celui qui a eu lieu en février 2014,
était en réalité la seule solution. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de parler des valeurs démocratiques, mais en réalité, la population ukrainienne, elle était assez divisée, mais Yanukovych avait un soutien populaire, et par ailleurs, ce qui est très très important, l'opinion ukrainienne était très majoritairement opposée à l'adhésion à l'OTAN. Pour vous donner une idée, en 2010, quand il y a eu l'élection de Yanukovych, il y avait au deuxième tour 2 candidats, Yanukovych qui a gagné et Yulia Tymoshenko. Elle a changé depuis, mais à l'époque, elle était contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc les 2 candidats qui étaient au second tour étaient opposés à l'adhésion à l'OTAN. Et ça correspond exactement, le sondage qui a été fait par les Occidentaux, à ce que représentaient les candidats de l'OTAN à ce moment-là. Il y en avait 2, c'était Yushchenko et Yatsenyuk, et les 2 candidats obtenaient 12,5% à eux deux, et c'était les seuls qui étaient pour l'OTAN. Après, il y a eu un sondage sur la popularité d'une adhésion à l'OTAN chez les Ukrainiens, et ça donnait exactement le même chiffre. Donc il y avait vraiment une opposition en fait assez nette à l'adhésion à l'OTAN. Donc en fait, la conquête de l'Ukraine par l'Occident ne pouvait pas se faire démocratiquement. Elle était en tout cas très risquée. Elle risquait d'échouer, tout simplement, par la voie démocratique. Et c'est pour ça que le putsch était la solution. Donc, ce qui a été fait à Kiev, ils se sont servis de la mouvance néo-nazie, Pravi Sector et Svoboda. Je dirais peut-être pour conclure quelques mots sur eux. Ils se sont servis de cette mouvance qui n'a jamais en fait cessé d'exister depuis la Deuxième Guerre mondiale pour prendre le pouvoir. Mais ils l'ont fait, alors là, quand j'ai appris ça, moi qui étais contre l'intervention russe, mais j'étais pas très informé non plus, bon, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est vraiment affreux ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait donc sur Maïdan des manifestants pro-occidentaux. Et le 20 février, il y a une fusillade. Cette fusillade tue 86 personnes. Elle en blesse 400 ou 500. Et immédiatement, le pouvoir de Yanukovych est accusé. La Rada, l'Assemblée, bascule contre Yanukovych. Mais on a su très vite qu'en réalité, c'était les pro-occidentaux, ceux qui voulaient que l'Ukraine bascule du côté occidental, qui avaient fomenté ça. Et comment on le sait? C'est alors de la manière la plus simple, qui soit entre guillemets simple, mais elle est absolument incontestable. On le sait parce que il y a eu un entretien téléphonique qui a été piraté, qui était entre Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission de Bruxelles, et un ministre estonien, qui était un homme plutôt sympathique, d'après la manière dont il parle de ça, parce qu'il est horrifié. Et il dit, voilà ce qui s'est passé à Kiev. Donc c'est un échange qui a lieu. Sur un portable, on l'a pratiquement en 2 clics. Hein. C'est très très facile. On a, à la 7e minute, un ministre estonien qui explique ce qui s'est passé à Kiev, et qu'il explique en fonction d'une visite qu'il a fait à l'hôpital, d'un échange qu'il a eu avec Olga Bogolomets, qui est la médecin légiste, et qui a eu les rapports d'autopsie entre les mains, qui explique que ce n'était pas les forces de l'ordre sous le contrôle de Yanukovych qui avaient fait ça, mais que les tirs ciblaient à la fois des policiers et des civils. C'est donc un massacre qu'on appelle sous faux drapeau qui a été commis pour que le pouvoir soit pris. Et il a été pris, et ça a marché. Voilà. C'est dans ces conditions que le pouvoir a été pris. Donc, et ça, vous discutez avec un atlantiste zombie, et je veux dire, il en ignore tout. On parle le pouvoir autoritaire de Yanukovych. Voilà, c'est dans ces conditions absolument antidémocratiques que le pouvoir a été pris. Voilà. Alors, encore peut-être quelques minutes. Alors, effectivement, il y a un très sérieux problème de nazisme en Ukraine. Il faut réaliser que c'est en Ukraine qu'a été réalisé, c'est le cas de le dire, l'extermination
la plus radicale des Juifs. Et sont impliqués dans cette extermination qu'on appelle la Shoah par balle, les forces nationalistes qui sont aujourd'hui réhabilitées en Ukraine. C'est-à-dire que ce sont les auteurs, les décideurs, et bien sûr ils sont essentiellement allemands, mais les troupes nationalistes du nazisme ukrainien ont rejoint dans des unités de police auxiliaires, les Allemands, et ils faisaient un travail d'extermination comme les Allemands, et qui étaient ces Ukrainiens des recrues extrêmement utiles pour les Allemands parce qu'ils connaissaient les cachettes, qu'ils connaissaient la langue, etc. Donc il y a eu 1 500 000 Juifs qui ont été assassinés devant des fosses, comme ça, en l'espace d'1 an et demi. Et ça, les auteurs... Alors, d'abord, les gens ne savent pas ce que c'est que la Shoah par balle, de manière générale. Ils ne savent pas. La Shoah par balle était quelque chose de tellement atroce que même les soldats allemands n'en pouvaient plus. Et c'est pour ça qu'on a inventé la Shoah par gaz. C'était un truc inimaginable, quoi. Et aujourd'hui, les responsables ukrainiens de cette affaire sont réhabilités. Ce sont des héros nationaux. Bandera. Alors, le problème avec Bandera, c'est que il a eu un affrontement avec l'Allemagne. C'était un agent allemand avant la Deuxième Guerre mondiale, agent de l'Abwehr, c'est-à-dire les services secrets de la Wehrmacht. Il était agent et l'Allemagne l'a aidé pas mal de fois, je suis obligé d'aller vite, et ensuite Bandera a proclamé dès le 30 juin 1941, c'est-à-dire une semaine après l'entrée des troupes soviétiques en Union soviétique, les troupes allemandes en Union soviétique, il proclame un État. Mais il proclame l'État ukrainien, c'est-à-dire que Bandera, le héros national aujourd'hui en Ukraine, veut un État nazi à côté de l'Allemagne, comme il y avait un État roumain nazi, comme il y avait un État slovaque nazi, comme il y avait un État, voilà, un État croate ou stachi. Donc c'est ça qu'il veut. Ça n'a absolument aucun rapport avec un quelconque antinazisme, etc. Il a fait allégeance à l'Allemagne dès les années 30, il reste un agent allemand, mais il voudrait son État, comme d'autres États nazis. Et donc, on l'interne. Il est interné dans un camp, mais en résidence surveillée, pas dans le camp lui-même. Et donc, dans ce camp, Bandera continue de donner des ordres à ses troupes. Et il donne à ses troupes l'ordre, alors que les Allemands viennent de... En fait, ce ne sont pas les Allemands qui étaient contre ce projet d'État ukrainien, c'était seulement Hitler, parce qu'il voulait que l'Ukraine soit un territoire de colonisation allemande. Voilà pourquoi il ne voulait pas. Mais les principaux chefs nazis étaient pour. Donc Himmler et comment il s'appelle l'autre, le théoricien, la Rosenberg, Rosenberg était décidé était favorable à la création de cet État. Donc c'est pas du tout un problème de nazisme, etc., ou d'antinazisme, ça n'a rien à voir. Il voulait un État nazi, et beaucoup de nazis étaient favorables, ils voulaient un État nazi ukrainien, et beaucoup d'Allemands au plus haut niveau étaient favorables à cela. Bon, donc en fait, quand il a été interné, il a donné l'ordre à ses troupes de former, d'être les auxiliaires des Allemands dans l'extermination des Juifs. Donc, alors, on a je ne sais pas si vous avez entendu parler de Babi Yar, du massacre de Kiev, enfin bon, voilà, c'est des trucs inimaginables. 33 771 personnes tuées en 48 heures, enfin, des femmes et enfants, enfin, ce sont des choses qu'aujourd'hui, c'est là-dessus que je vais terminer, mais qu'aujourd'hui, des personnages aussi impliqués dans l'extermination puissent être des héros nationaux, c'est quelque chose, pour moi, c'est inconcevable. Voilà. Et donc, évidemment, tous nos médias font comme si seuls les Russes s'inquiétaient dans leur paranoïa ou leur propagande. En réalité, là, j'ai toute une liste d'organisations
même le Parlement européen. C'est-à-dire que si on prend tous les Occidentaux qui ont alerté sur ce danger, on a des députés du Congrès, on a le Parlement européen, officiellement, ce n'est pas quelques députés au Parlement européen, même le Parlement, mais en 2010. On a évidemment le centre Simon Rosenthal, on a la presse israélienne, et notamment des députés israéliens qui disent la question du néonazisme en Ukraine, ce n'est pas les scores que fait Svoboda, c'est les hommes de Svoboda qui sont à l'intérieur du gouvernement, qui sont à des postes décisifs, et c'est le fait que les thèses néo-nazis de Svoboda, donc le parti qui s'appelait avant le Parti social national, c'est pas très loin de national-socialiste, enfin bon, c'était par hasard, ces thèses sont reprises par l'ensemble de la classe politique pro-occidentale ukrainienne. C'est ça, c'est-à-dire, pourquoi il y a, au fond, pourquoi il y a peu de gens qui votent pour Svoboda? Pourquoi ils se dérangeraient pour voter pour eux? Parce que finalement, les autres disent la même chose, ils font la même chose, ils n'ont jamais désavoué la glorification. Donc, voilà. Alors, effectivement, à l'ONU, il y a tous les ans, depuis 2012, une motion, voilà, cette fameuse motion, et qui... Il faut voir la levée de bouclier occidental, la mauvaise foi, les arguties, les acrobaties. Il faut la dire, la motion. Alors, voilà, effectivement, les Russes, depuis 2012, s'inquiètent. Si vous voulez, à l'ONU, il y a l'Assemblée générale, et puis il y a des commissions qui sont centrées sur tel et tel aspect de la vie de l'ONU ou de la vie internationale. Bon, donc là, la troisième commission, j'ai écrit ça quelque part, elle s'occupe des questions relatives au racisme, etc. Donc la Russie propose une motion condamnant le racisme depuis 2005. Mais, à partir de 2010, par là, ça a commencé un peu avant, les Russes ont commencé à vouloir intégrer dans leur motion des choses qui se passaient sur le terrain, c'est-à-dire des manifestations de SS, des vétérans, la glorification des nazis lettons, baltes de manière générale, et ukrainiens. Donc, alors tout le monde votait les motions russes, mais à partir du moment où les Russes ont évoqué le sujet du néonazisme, alors là, il y avait deux États qui s'opposaient, uniquement deux, tous les autres votaient. L'Europe s'abstenait, je dois dire. Mais deux États votaient contre, les États-Unis et l'Ukraine. Ils votaient contre la motion qui condamnait la glorification du nazisme. Or, cette glorification du nazisme était un fait. C'est-à-dire, c'est pas une invention des Russes, la glorification de Bandera, qui était un génocidaire. Son organisation était génocidaire. L'UNB, c'est une organisation génocidaire. Ça ne veut pas dire que tout personnage qui était dans l'UN a tué des gens, mais en gros, ils se sont fondus dans les unités de police auxiliaires et ils ont participé à la Shoah. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer en France, parce qu'on est là à dire tel personnage qui se présente aux élections présidentielles, il a dit des choses sur Pétain, mais là c'est tout à fait autre chose. On parle d'un massacre qui a lieu là, à côté de la capitale, en l'occurrence Babillard, c'est 30 000 personnes. Et puis c'est exactement ce qui s'est passé sur tout le territoire de l'Ukraine. 1200 fosses ont été repérées par un père qui s'appelle le père Desbois, et qui avait toute une sorte d'historien avec lui, Édouard Husson, etc. Et effectivement, ils ont repéré 1200 fosses. Donc c'est un truc inimaginable que aujourd'hui, effectivement, les Russes soient désavoués dans cette motion depuis 2022 par tous les États occidentaux. Ils ont voté contre. La France, y compris, a voté contre la motion russe, qui a quand même eu la majorité, de toute façon. Voilà. Donc il y a beaucoup de signes de cette prégnance du nazisme en Ukraine. Elle n'est pas seulement, comment dire, elle ne tient pas seulement à ça, à la réhabilitation des personnages du Troisième Reich et leurs alliés ukrainiens. C'est pas seulement ça, c'est-à-dire c'est vraiment
quelque chose qui est beaucoup plus profond, c'est-à-dire c'est quelque chose qui imprègne l'idée que les Ukrainiens se font de leur propre peuple. C'est-à-dire qu'ils ont réhabilité l'idée de peuple-race. Et ça se voit dans leur constitution. Alors, je ne pourrais pas revenir, mais leur constitution spécifie que l'État est le gardien du patrimoine génétique du peuple ukrainien. C'est dit comme ça. Alors, il y a eu une passe d'armes entre les médias qui justifient toujours ce que fait l'État ukrainien, quoi qu'il fasse, et Asselineau. Et effectivement, la phrase que je vous cite, bien sûr je l'ai mise intégralement, l'article 16 de la Constitution, cette phrase est insérée dans un passage où il est question de la catastrophe de Tchernobyl. Et donc, effectivement, les radiations, tout ça, ça attaque à l'ADN, et donc mais en fait, si aujourd'hui en France, des écologistes proposaient de faire de l'État le gardien du patrimoine génétique du peuple français, les Français seraient horrifiés, à juste titre d'ailleurs. Parce qu'un patrimoine, c'est ce qui est... Il y a un patrimoine historique, il y a un patrimoine artistique, c'est une identité culturelle d'une manière générale. Mais un patrimoine, le patrimoine génétique d'un peuple. Alors, bon, moi j'ai cité, parce qu'il y a quand même cet article qui est très suspect, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis il y a des déclarations par exemple, du chef on appelle ça la brigade Azov, ou du bataillon Azov, enfin, c'est toute une mouvance. Ils disent, il faut voir ce qu'il raconte. Hein. Alors je vais vous lire ça, puis après, bon, ben, je vais être obligé. Oui. Je vais vous lire ça. Voilà. Alors, voilà, c'est ça. Regarde, Michel. Le ministre de la Culture dit, en 2016, lorsque nous parlons du fonds génétique à Zaporozhye, donc à l'ennemi du Donbass, quand nous parlons du fonds génétique à Zaporozhye et dans le Donbass, ce sont des villes d'allogènes. Il n'y a là-bas aucun fonds génétique. Ces villes ont été délibérément peuplées d'allogènes. Ça, je l'ai trouvé par hasard, j'étais content d'une certaine manière, parce que c'est... Voilà. Il s'est excusé après. Mais c'est un peu comme Madeleine Albright, ça sort du fond du cœur, quoi. Voilà ce que dit Bilecki. Tout notre nationalisme n'est rien s'il ne s'appuie pas sur le fondement du sang, le fondement de la race. Notre nature raciale est unique. Si l'Ukraine est un paradis, c'est uniquement parce que notre race en a fait un paradis. Ça vaut le coup d'avoir un ministre de la Culture. Ouais. C'est grave. Ok, alors c'est un peu compliqué de finir par ça, mais, oui. Mais ça dit beaucoup. Bon, oui, oui. On peut quand même justement... on peut dire que tu vas sortir un nouveau livre ? Oui. Alors, qui s'appelle, tu le présentes ? Qui s'appelle Les Torts de l'Occident, Ukraine les Torts de l'Occident, et donc il y a l'article que tu as lu, sur Réseau International, ouais. C'est ça, et puis il y a un deuxième chapitre, comme j'ai présenté ça aux éditions d'Elga et qu'il était d'accord pour me publier, j'ai fait un article supplémentaire, une autre partie de 50 pages également, qui traite de la question du nazisme. Et quand est-ce qu'il va être disponible ? Alors, oui, décembre, janvier. D'accord. Mais dès que tu le sais, tu nous le dis et on diffusera. Voilà. Je te remercie en tout cas. Merci.